Bonjour à tous. Alors, je vais continuer à donner les solutions des exercices de la série numéro 3, en commençant par l'exercice numéro 4, où, comme vous voyez, on vous demande de démontrer des inégalités, parfois des doubles inégalités. Alors, nous avons eu déjà affaire à ce genre d'exercice, où, si vous vous rappelez bien, nous avons utilisé le théorème des accroissements finis. Alors aujourd'hui également, nous allons l'utiliser 3 fois pour faire ces 3 inégalités. Alors commençons par le premier cas. Donc nous devons démontrer que arctangente x est compris entre x sur 1 plus x au carré et x. Alors il est évident que pour x égale 0, vous avez l'égalité de ces 3 membres. Il y a égalité 0, arctangente de 0 égale 0, égale x ici, si vous mettez 0, c'est 0. Par conséquent, nous allons démontrer l'inégalité pour x strictement positif et nous allons voir que ces inégalités sont en fait strictes. Il y a égalité que pour x égale 0. Bien, alors pour cela, nous allons prendre un x quelconque et on va considérer la fonction arctangente sur l'intervalle 0x où elle est continue et elle est dérivable sur 0x, qu'il soit ouvert ou fermé. Parce que la fonction arctangente est dérivable sur R, donc continue sur R. Elle vérifie les propriétés du théorème des accroissements finis, et donc on peut écrire arctangente de x moins arctangente de 0. Il existe un C entre 0 et x strictement, tel que arctangente de x moins arctangente de 0 égale x moins 0 sur 1 plus C2. Bon, puisque arctangente de 0 égale 0, donc on peut écrire cette ligne, s'écrit donc simplement, il existe C dans 0x ouvert, tel que arctangente de x égale x sur 1 plus C2. Alors nous allons encadrer cette quantité-là, que vous voyez là, partant de cette remarque C compris entre 0 et x, vous élevez au carré, ça reste dans les mêmes égalités, 0 inférieur à C2 inférieur à x2 strictement. Vous ajoutez 1, reste l'égalité dans le même sens. Et puis, quand vous inversez, évidemment, 1 sur 1 plus x2 est plus petit que 1 sur 1 plus C2, plus petit que 1. Tout ça, c'est strict. Et en multipliant cette inégalité, cette double inégalité par x qui est positif, par hypothèse, donc nous aurons x sur 1 plus x2 inférieur à x sur 1 plus C2, mais x sur 1 plus C2, c'est arctangente. Donc, c'est arctangente au milieu. Et x fois 1, c'est x. Donc, nous avons démontré l'inégalité stricte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'égalité, pour x égale 0, on a égalité de ces 3 membres. Deuxième cas. Montrer que arc sinus x est inférieur à 1 sur racine de 1 moins x2 lorsque x est compris entre 0 et 1, strictement. En fait, nous allons démontrer mieux que cette inégalité. On va démontrer une double inégalité, c'est-à-dire on va montrer que x est inférieur à arc sinus x, inférieur à ça. Et ça, c'est toujours pour l'utilité. Mais je vous conseille toujours à l'examen de ne répondre qu'aux questions. Pas de réponses supplémentaires parce que vous n'avez le temps et vous risquez de faire des erreurs. Alors, donc on considère la fonction arc sinus x, arc sinus t, donc t donne arc sinus de t, parce que nous allons prendre un x fixé entre 0 et 1, strictement. Cette fonction est continue sur l'intervalle 0x et dérivable sur l'intervalle 0x ouvert. Pourquoi? Parce que x est compris entre 0 et 1. Et vous savez que arc sinus est continu sur moins 1, 1, fermé, donc il contient 0x, fermé, et dérivable sur moins 1, 1, ouvert, qui contient l'intervalle 0x. Donc elle est dérivable sur cet intervalle. Et sa dérivée, on rappelle que c'est 1 sur racine de 1 moins t2. Alors d'après le théorème des accroissements finis, puisque les conditions sont applicables, sont là, la continuité sur 0x fermé et la dérivabilité sur 0x ouvert, cette fonction arc sinus,
on va lui appliquer le théorème des accroissements finis sur cet intervalle. Il existe C appartenant à 0x ouvert, tel que arc sinus x moins arc sinus de 0 égale x moins 0 fois la dérivée au point C de arc sinus. Et comme arc sinus de 0 égale 0, donc cette ligne se traduit tout simplement par cette écriture. Maintenant, commence l'encadrement de cette quantité. Partons de C compris entre 0 et x, et que x est inférieur à 1 par hypothèse. Donc on multiplie, en élevant au carré, on a cette inégalité, ces inégalités-là. On multiplie par moins 1, ça se renverse, donc moins 1 inférieur à moins x2 inférieur à moins c2 inférieur à 0. Et puis en ajoutant 1, on aura moins 1 plus 1, 0. Ici 1 moins x2, 1 moins c2 inférieur à ici, on a ajouté 1. Donc ici c'est 2 et non pas 1. On ajoute 1. Et ce 2 ici ne sert à rien du tout, on ne va pas l'utiliser. Donc je vais juste corriger que c'est 2, pas 1. 2. Voilà. C'est inférieur à 2. Et ici, vous allez faire, donc c'est inférieur à racine de 2, évidemment. Mais ça ne sert pas dans notre démonstration. Ce qui m'intéresse, c'est juste cette écriture. Là, des 3 premiers termes entre ces inégalités. Je mets la racine, j'ai ça, et j'inverse à partir alors donc alors je répète, donc partons de cette inégalité 0 inférieur c inférieur à x inférieur à 1. Nous élevons au carré, on a cette inégalité, ces inégalités-là. Multiplions par un signe moins, nous avons ces inégalités. On ajoute 1 et nous avons ces inégalités. On fait les racines, toujours les inégalités restent dans le même sens, puis on inverse, et voilà. On inverse ces 3 termes ici. Les inégalités, donc 1 sur 1 est inférieur à 1 sur racine de 1 moins c2, inférieur à 1 sur racine de 1 moins x au carré. Bien. En multipliant par x, on obtient ça, puisque x est positif. Et maintenant, il suffit de remplacer ce terme qui est là par sa valeur arc sinus x, et on a terminé. Bon, alors, pour la troisième inégalité, montrer que x sur ch au carré de x inférieur à th de x inférieur à x pour x positif. En fait, pour x positif, c'est strictement. Je rappelle que moi, je recopie les énoncés des examens comme ils étaient donnés dans l'épreuve initiale. Sauf s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je peux corriger. Mais là, on peut ajouter si x est strictement supérieur ou égal à 0. Mais si on met strictement positif, on va avoir des inégalités strictes. Mais les inégalités strictes, si vous mettez ça, c'est pas faux. S'il y a l'inégalité stricte, l'inégalité large existe aussi. Bon. Juste une précision, si x est strictement positif, nous aurons des inégalités strictes. Si x égale 0, tous ces membres sont 0. On a déjà vu ça dans le cas numéro 1. Voyons ça. Bon, alors la fonction th est dérivable, et cette dérivée, c'est 1 sur ch au carré de t. Alors, peut-être que je vais vous remontrer ce rappel qu'on a déjà vu quelque part dans la correction de l'examen ordinaire de l'année 2019-2020. Voici donc SH, sinus hyperbolique, CH, et voilà TH. Sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x. Alors ici, nous avons un plus, c'est pas un moins, c'est une erreur de... Voilà, comme ça. C'est plus. Au lieu d'ouvrir
le bon document, je vais ouvrir un document où je n'ai pas mis la correction, SH' de x égale CH de x. Le cosinus hyperbolique, ce n'est pas comme le sinus hyperbolique. Hein? Donc, la dérivée de CH, c'est plus SH. SH' de x égale CH de x. Bon, on fait des erreurs comme ça quand on écrit au tableau, on efface, mais là, comme c'est sur un papier que je ne vais pas effacer, alors que j'efface avec ce stylo que j'ai ici, je peux effacer ce qui est en rouge, mais pas ce qui est écrit en noir. Donc, alors je corrige, c'est un plus ici. Alors, on a les relations hyperboliques suivantes. Cosinus au carré moins sinus au carré égale 1 pour les cosinus et sinus hyperboliques. Ce n'est pas plus comme les cosinus et sinus trigonométriques. Et pour, si je divise par CH au carré, je vous rappelle que CH est toujours supérieur à 1. Alors, on peut le voir sur la courbe ici. CH est supérieur à 1. Voilà la fonction CH en pointillé vert. Alors, si ici c'est l'origine du repère, ici c'est 1. CH de 0 égale 1. Donc, elle est croissante strictement sur l'intervalle 0 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Fonction croissante f de 0 égale 1. Elle est toujours supérieure ou égale à 1. Et elle est paire. Alors, pour ces notations qu'on utilise dans certaines écritures, ils écrivent comme ça, et le sens est clair, sinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique. Et là, tangente hyperbolique. Mais nous, on note, comme on l'a déjà sur le texte, donc on note SH pour sinus hyperbolique, CH pour cosinus hyperbolique et TH pour tangente hyperbolique. Bon, voilà ces rappels. Donc, la dérivée de TH, comme vous avez TH, c'est le quotient de sinus sur cosinus, vous dérivez à l'aide de ce que vous savez, ce qu'on dérive un quotient. Donc, la dérivée de CH, c'est CH que multiplie le dénominateur CH au carré, moins la dérivée de CH, c'est SH, fois le numérateur SH. Donc, on a cette expression qui vaut 1 divisé par le dénominateur au carré, CH au carré, donc ça donne ça. Et ceci, c'est 1 sur 1 moins TH au carré de x. Ça vous rappelle pour la tangente, trigonométrique, la dérivée c'est 1 sur cosinus au carré de x, mais c'est 1 plus cosinus au carré de x. Alors que ici, la dérivée pour la tangente hyperbolique, c'est 1 moins TH au carré de x. Alors, si vous voulez faire ces analogies, faites attention au signe moins là où il est le signe moins. Revenons à notre solution. Maintenant que nous avons rappelé comment on obtient la dérivée, alors d'après le théorème des accroissements finis appliqué sur l'intervalle 0x, alors je vous rappelle que TH est une fonction qui est continue sur R tout entier. Je n'ai pas parlé de ça dans le graphique. Le TH, c'est ce que vous voyez en pointillé vert. C'est une application, alors impaire, définie de moins l'infini vers plus l'infini, et elle est bornée puisque sa courbe se situe entre la droite y égale moins 1 et la droite y égale 1, qui sont des asymptotes à la courbe de TH. TH ne les atteint pas, même si la figure n'est pas tracée correctement. Ici, elle est inférieure à la droite y égale 1, et ici, elle est supérieure à la droite y égale moins 1. C'est une fonction impaire, en particulier TH de 0 égale 0. Bien, alors la fonction TH continue sur 0x parce qu'elle est continue dérivable sur 1. Donc, sur 0x, dérivabilité, continuité, pas de problème. Sur 0x, qu'il soit ouvert ou fermé. Et la dérivée, nous venons de la voir, c'est comme ça, 1 sur CH au carré de t. Donc, d'après théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à 0x ouvert tel que TH de x moins TH de 0 égale x moins 0, 1 sur CH au carré de C. Moi, je vous détaille ces choses-là pour que vous compreniez. J'aurais pu écrire directement ceci, il existait tel que ça. Mais vous devez comprendre que l'accroissement fini, c'est quelque chose qui concerne un accroissement de la variable entre un point A et un point B, exprimé sous forme de la différence entre ces points-là, c'est-à-dire B moins A, que multiplie la dérivée
en un point au milieu de A et B. Donc, on vous fait voir ces détails pour que vous compreniez bien. Je sais que cette théorie des accroissements finis ou ce théorème est nouveau pour les gens qui viennent à la fac parce qu'il ne fait pas partie du programme du bac, à ma connaissance, si les choses n'ont pas changé. En tout cas, nous, on ne l'a pas étudié au baccalauréat jusqu'à la première année de sciences mathématiques. Alors ici, à la fac. Alors ici, donc, cette ligne, après simplification de TH de 0 égale 0 et ici 0, on a ceci. Maintenant, on va encadrer ce terme. J'ai dit que la fonction TH est croissante. Il en est de même de CH au carré. Donc, CH au carré de 0 plus petit que CH au carré de C, plus petit que CH au carré de C. Parce qu'on a cette constatation. Regardez, C est compris entre 0 et X. Eh bien, donc, ça donne 1 inférieur à CH au carré de C, inférieur à CH au carré de X. Vous inversez, puisqu'ils sont tous positifs ici, vous obtenez ça. Alors, on multiplie par X, qui est positif, on a ces inégalités-là. Et puis, on remplace ce terme par sa valeur TH de X. Et c'est fini. Voilà l'inégalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, on l'obtient strictement pour X positif. Pour X est 0, pour X égale 0, on a l'égalité de tous les membres. Alors maintenant, nous allons faire cet exercice numéro 5 où nous devons montrer des égalités. Alors la méthode est très simple, ça veut dire que vous voulez montrer qu'une fonction est constante sur un intervalle. Bon, on va considérer l'intervalle ouvert, on la dérive cette fonction, je l'appelle f de x. Je trouve la dérivée nulle, donc elle est constante. Et je calcule cette constante en cherchant une valeur au milieu. F, par exemple, 0 ici, f de 0 va nous donner la constante. Très bien, allons-y. F de x est égal à cette valeur. Je la pose comme ça. Puisque le arc sinus et le arc cosinus sont continus sur moins 1, cette fonction f est continue aussi. Et puisqu'ils sont dérivables sur moins 1, 1 ouvert, ce sont des rappels que nous avons déjà vus, alors la fonction sera dérivable sur moins 1, 1. Et la dérivée en un point x, ce sera la dérivée de arc sin, c'est ça, moins, plus, la dérivée de arc cos, qui est l'opposé de la dérivée de arc sin. Donc, ça donne 0, la somme. Par conséquent, f est constante sur moins 1 ouvert. Je rappelle que le théorème qui dit si f' de x égale 0, quel que soit x appartenant à i, alors f égale constante, s'applique sur des intervalles ouverts. Donc, on l'a appliqué dans cet intervalle moins 1, 1. Et f est constante, je prends la valeur d'un point qui est au milieu, ou pas forcément au milieu, qui est dans l'intervalle. Par exemple, 0. Alors, f de 0 égale pi sur 2. Pourquoi? Parce que arc sinus de 0, c'est 0. Et arc cosinus de pi sur 2, pardon, arc cosinus de 0, c'est pi sur 2. Pourquoi? Parce que le cosinus de pi sur 2 égale à 0 et pi sur 2 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 fermé. Ça, c'est la définition de arc cosinus. Si vous vous rappelez de ce que j'ai rappelé dans un exercice. Cet exercice, il est peut-être dans cette série d'exercices. Alors, je vais voir, est-ce qu'il est là? Ouais. Oui, lorsqu'on a fait l'exercice 3, j'ai fait le rappel sur l'arc sinus et l'arc cosinus. Donc, vous n'avez qu'à regarder la deuxième partie de la série numéro 3, la correction de deuxième partie, pour voir ces rappels. On ne peut pas les rappeler à chaque fois. Bien. Alors donc, l'arc cosinus de pi sur 2, de 0, pardon, l'arc sinus de 0 égale pi sur 2. Donc, arc sinus de 0, 0, arc cosinus de 0, pi sur 2, donc la somme 0 plus pi sur 2, c'est f de 0. Et par conséquent, f de x égale à, puisqu'elle est constante, elle est égale à f de 0. Mais puisque f est continue, elle va être également égale à cette constante sur les extrémités, par la continuité. En effet, par exemple, au point 1, puisque f est continue sur moins 1, 1,
f de 1, c'est la limite de f de x à gauche de 1. Mais à gauche de 1, on vient de voir que la fonction égale à pi sur 2. Donc la limite sera pi sur 2. C'est la même chose au point moins 1, mais vous considérez la limite à droite. La limite de f de x constante égale à pi sur 2 sera pi sur 2. Et donc on a bien f de moins 1, f de 1 égale à pi sur 2, d'où la relation que l'on cherche, qui est demandée dans l'exercice. Troisième, plutôt la deuxième c'est celle-ci. Hein. Donc on va considérer cette fonction, mais dans l'intervalle 0,1, où elle est définie. En effet, arc sinus x est défini sur 0,1, il est défini sur moins 1 fermé. Mais lorsque vous mettez un moins x2, et quand x parcourt 0,1, un moins x2, qu'est-ce qu'il parcourt? Il parcourt 0,1 également. Et donc, c'est défini. Alors, pour la dérivabilité, attention. Si vous mettez x égale 0, vous trouvez arc sinus de 1 au point 1. Et on n'a pas la dérivabilité au point 1. Donc, cette fonction, elle est dérivable sur les extrémités et sur l'intérieur, c'est-à-dire 0 ouvert, 1 ouvert. Ça, il faut faire attention à ça. La fonction f de x n'est pas dérivable sur moins 1, 1. Au point 0, elle n'est pas dérivable. Mais ce qui nous intéresse, simplement la dérivabilité dans l'intervalle ouvert. C'est là où on va appliquer le théorème. Quel théorème? F' de x égale 0 sur un intervalle ouvert, alors elle est constante. Alors, arc sinus et arc sinus de racine de 1 moins x2 comme fonction composée sont continues sur 0,1 mais dérivables sur l'intervalle ouvert. Je viens de dire qu'on n'a pas la dérivabilité en 0. Eh bien, calculons la dérivée. Pour arc sinus, c'est clair, on l'a déjà vu. C'est ça. Pour celle-ci, c'est une fonction composée. Donc, on dérive ce qui est à l'intérieur. On applique à cette fonction-là. J'appelle, si vous voulez, arc sinus de h de x. Donc, ce h de x, sa dérivée, c'est ça. Et puis, la dérivée de arc sinus en ce h de x. Donc, 1 sur racine de 1 moins h de x au carré. C'est-à-dire, le carré de la racine, ça donne ceci. Alors, vous simplifiez 1 moins 1, il disparaît. Vous aurez moins x2, c'est x2. Racine de x2, c'est valeur absolue de x. Et ici, en simplifiant, alors ce x sur racine de x, il va s'en aller parce que x est positif sur l'intervalle 0,1. Le 2 va s'en aller avec lui-même. Il va rester moins 1 sur racine de 1 moins x2 qui disparaît avec 1 sur racine de 1 moins x2. Donc, en fait, on trouve cette quantité moins elle-même. Donc, ça donne 0. La dérivée est nulle sur tout l'intervalle 0,1 ouvert. Et donc, la fonction est constante. Alors, je choisis un élément dans l'intervalle 0,1 ouvert. Ce que je prends, c'est 1 sur racine de 2, qui vaut racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que je sais que le sinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Et pi sur 4 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, l'arc sinus de racine de 2 sur 2 va être pi sur 4. Et ici, si vous calculez la racine de 1 moins x2 pour x égale racine de 2 sur 2, vous trouvez également pi sur 4. Donc, en fait, on a ici arc sinus de pi sur 4 plus arc sinus de pi sur 4. C'est-à-dire, arc sinus de racine de 2 plus arc sinus de racine de 2. Et ça va faire 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Voilà. L'arc sinus de racine de 2 sur 2, donc pi sur 4. L'arc sinus de racine de 1 moins racine de 2 sur 2. Ce sera l'arc sinus de racine de 2 également, donc pi sur 4. La somme vaut pi sur 2. F. Or, f est continu, comme on l'a fait tout à l'heure. Si une fonction est continue, constante sur un intervalle ouvert, si elle est continue sur tout l'intervalle fermé, elle va valoir la même chose sur les extrémités. Et donc, pi sur 2 sur tout l'intervalle 0. Dernier exercice, dernière question dans cet exercice. Un petit peu comme ici, mais avec l'arc tangente, mais attention, arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. R plus étoile, c'est 0 plus l'infini. Donc ça tombe bien ici, on n'a pas à voir sur les extrémités. Donc sur l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Bon, alors, on prend cette fonction, arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x. Et on va la dériver. Regardons ça.
Cette fonction, d'abord, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Pas de problème pour 1 sur x. Sur 0 plus l'infini, on peut inverser. Et c'est une fonction composée donc de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, donc elle va être dérivable. N'oubliez pas que lorsque x parcourt 0 plus l'infini, 1 sur x parcourt l'intervalle 0 plus l'infini, et donc là, ici, la dérivabilité est assurée par la dérivabilité des fonctions composées. Et quand on calcule la dérivée, également, nous avons la dérivée d'une fonction composée. Donc, dériver ce qui est à l'intérieur 1 sur x, que multiplier la dérivée en ce point 1 sur x. Donc, arctangente, quand je la dérive, c'est 1 sur 1 plus x2, mais au point, ce point-là, ce sera 1 sur 1 plus 1 sur x2. Vous multipliez par x2, et vous trouvez en numérateur et dénominateur, et vous trouvez 1 sur 1 plus x2 plus, moins lui-même, moins 1 sur 1 plus x2, et ça donne 0. La dérivée est nulle sur cet intervalle ouvert, et par conséquent, f est constante sur 0 plus l'infini, et je prends un élément ici pour lui appliquer f de x est égal l'image d'un point dans cet intervalle, par exemple le point 1, parce que c'est plus simple. Arctangente de 1, c'est pi sur 4. Arctangente de 1 sur 1, c'est arctangente de 1, c'est pi sur 4. Alors, vous allez dire, pourquoi arctangente de 1 égale à pi sur 4? Eh bien, regardez la définition de l'arctangente, parce que tangente de pi sur 4 est égal à 1, racine de 2 sur racine de 2, et pi sur 4 est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà donc pour cet exercice 5, nous allons maintenant aborder les développements limités dans l'exercice numéro 6. Bien, alors, déterminer les développements limités de certaines fonctions ici qui sont des fonctions usuelles. Attention, ce genre de questions arrive à chaque fois à l'examen lorsque vous avez un exercice sur les développements limités. On vous donne des fonctions usuelles que l'on utilise et qui sont connues et qui sont données dans le cours, à l'aide desquelles vous allez, avec lesquelles vous allez pouvoir calculer le développement limité d'une fonction un peu plus compliquée, fonction composée, genre fraction ou exponentielle, etc., etc. Et à l'aide de ce développement, on fabrique une limite que vous allez chercher. C'est ça le principe. En fait, c'est apprendre les développements limités. Alors, je sais que c'est le premier exercice que vous abordez sur ce thème, développement limité, qui est aussi une théorie nouvelle pour les nouveaux bacheliers, pour les nouveaux étudiants à la fac. Donc, ce sont des gens qui ont eu leur bac juste l'année dernière. Et donc, ce sont des nouveaux bacheliers en fait. Mais c'est aussi de nouveaux étudiants à la faculté. Alors donc, les rappels, il n'y a rien à faire. Il faut soit les comprendre et bien les donner, ou bien les apprendre. Alors, par exemple, je vais vous donner des indications. Lorsque vous avez une fonction impaire, dans son développement, il n'y a que des puissances impaires. Lorsque vous avez une fonction paire comme cosinus x, il n'y a que des puissances paires. E de x, son développement est très simple, vous allez voir, et log de 1 moins x, on peut le trouver grâce à l'intégration. Alors, regardons d'abord pour sinus x. Son développement, c'est comme ça. X moins x3 sur 3 sur 6 plus x3 epsilon de x. Alors, dans un développement, il y a deux parties. La partie polynomiale, c'est-à-dire un polynôme, et la partie reste. Le reste s'exprime toujours sous la forme x à la puissance lord, qui est demandée, ici c'est lord 3, que multiplie une fonction qui tend vers 0. Alors, vous remarquez que toutes les fonctions qui tendent vers 0 dans les développements, on les appelle epsilon de x. Évidemment, on ne peut pas à chaque fois leur donner un nom, sinon même l'alphabet va s'épuiser. Ou bien si on met epsilon de 1, epsilon de 2, epsilon de 3, etc., on ne va pas s'en sortir. On va peut-être arriver à epsilon 33 et ça fait pas très joli à voir. Donc, on a l'habitude de noter simplement epsilon de x qui est une fonction qui tend vers 0. J'ai dit une fonction, j'ai pas dit la fonction. Une fonction qui tend vers 0, on va la nommer comme ça. Bien.
On peut, dans certains cas, trouver cette fonction. Exactement qu'est-ce que c'est. Et dans certains cas, on peut ne pas le savoir, mais simplement on sait qu'elle existe. Alors, le développement de sinus, alors je vais vous faire montrer comment il se calcule. Alors, donc, dans le développement de sinus x, c'est une somme des termes de ce type-là. Alors, pour n égale 0, vous aurez ici x à la puissance 1. C'est x sur 1 factoriel, donc x sur 1. Et moins 1 à la puissance paire, donc c'est 1. Le premier terme, c'est x. Pour n égale 1, ça donne x à la puissance 3. 2 fois 1 plus 1, c'est 3. Sur la même chose, 3 factoriel. Donc, ce sera x3 sur 3 factoriel. Mais moins 1 à la puissance 1, donc c'est moins. Alors, pour n égale... si on veut continuer, ici, rappelez-vous, dans l'exercice, on nous demande l'ordre 3. Donc, on doit s'arrêter là et ajouter le reste x3 epsilon de x. Mais si je veux, par exemple, continuer, ce sera plus x5 sur 5, moins x7 sur 7 factoriel, etc., etc. Avec une alternance des signes plus, moins, plus, et alors le prochain sera moins x7 sur 7 factoriel, etc. Alors, puisqu'on nous demande l'ordre 3, on s'arrête là. C'est ça, sera la partie polynomiale. Alors, et ceci, on va l'effacer. Et j'ajoute le reste, tout simplement, le reste. Alors, pardon, je dois écrire, donc, plus x3 epsilon de x. Et j'ai le développement limité que je cherche. Donc, je reviens. J'ai expliqué. Alors, si vous voulez le développement de cosinus x, il suffit de dériver la partie polynomiale. Ça, on ne dérive pas. Juste, on va rajouter un reste. Alors, si je dérive, je trouve la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ça sera moins x2 sur 2. Et puis, j'ajoute le reste d'ordre 3. Alors, vous allez me dire, et le coefficient d'ordre 3? Je vous dis que cosinus de x, elle est paire, donc il n'y a pas de puissance 3. Il y a 0x3. Vous ajoutez juste le reste, ce que vous avez dérivé ici. Voilà le développement à l'ordre 3 de cosinus x. Mais attention, si on vous demande l'ordre 3 de cosinus x et vous mettez x2 epsilon de x, la réponse est fausse. Parce que un développement à l'ordre 3 doit se terminer par un reste d'ordre 3 du type x3 epsilon de x. Également, et ça malheureusement, les étudiants le font à l'examen, on leur demande un développement limité et ils me disent, ils écrivent, c'est pas pour moi simplement parce que je corrige les copies. Alors, ils écrivent cosinus x égale 1 moins x2 sur 2 et ils s'arrêtent. Ça, c'est pas vrai. On ne peut pas avoir un cosinus égal à un polynôme. Même si c'est dans un voisinage très proche de 0, mais il faut toujours, pour un développement limité, c'est toujours, il faut écrire le reste. Si vous n'écrivez pas le reste, c'est faux. Alors ici, même si vous voyez un degré 2, en fait, il y a plus 0x3 qui n'apparaît pas parce que 0 est nul. Bon, voilà pour cosinus. Alors pour l'exponentielle, c'est la somme des expressions du type xn sur n factoriel. En commençant par n égale 0, ça donne 1. X puissance 1 sur 1 factoriel, c'est x. x2 sur 2 factoriel, x3 sur 3 factoriel, etc. Donc, alors 3, il n'y a pas de problème, c'est ça. Alors maintenant, pour pour log de 1 plus x. Alors, on va expliquer comment on obtient le développement de log de 1 plus x. Alors, on développe 1 sur 1 plus x. Son développement est très simple. Je ne vais pas le démontrer ici, mais je vais vous expliquer comment on fait pour... Alors, donc, je vais effacer tout ça. Si je veux démontrer
exactement le développement de 1 sur x, je peux utiliser juste l'écriture d'une somme des termes d'une suite géométrique. Alors, mais je veux vous donner le résultat. 1 sur x est égal à... Qu'est-ce qu'on veut? 1 sur 1 plus x. Donc, oui, alors ça c'est plus simple. Pourquoi? Parce que tous les coefficients sont égaux à n'importe quel ordre. Tous les coefficients sont égaux à 1. Vous voyez? Pour ce développement. Donc, si on me demande le développement à l'ordre n, ce sera ceci. Voilà le développement à l'ordre n. Et si on me demande le développement cette fois-ci de 1 sur 1 plus x, alors il suffit de remplacer x par moins x pour avoir moins x égale s. Alors donc, je remplace dans ce développement que vous voyez dans la première ligne, x par 1 moins x. Donc ce sera 1 moins x. Alors pour le deuxième terme, la puissance 2, moins x au carré. Moins x au carré, c'est x2. Donc vous voyez, si la puissance est paire, ce sera plus xn. Et si la puissance est impaire, ce sera moins xn. En fait, on peut résumer ça en disant moins 1 à la puissance n, xn, plus xn, epsilon de x. Dans ce qui nous intéresse, c'est à l'ordre 3. Non, pour log de 1 plus x. Donc, pour 1 sur 1 plus x, je me contente de l'ordre 2. Donc, 1 sur 1 plus x à l'ordre 2 sera donc 1 moins x plus x2 plus xn epsilon de x. Je n'ai pas donné la démonstration, mais on peut le faire grâce aux séries géométriques, aux suites géométriques. Maintenant, si vous voulez le développement de log, il suffit d'intégrer ceci, puisque log, c'est la primitive de log de 1 plus x. Évidemment, là où c'est défini, voisinage de entre moins 1 ouvert jusqu'à plus l'infini. Vous intégrez la primitive de 1, c'est x, moins x, ce sera moins x2 sur 2. Moins x2 sur 2. Voilà, je m'excuse, pas très joli à voir. Donc, voilà. Et je vais corriger ça. Oh, avec le stylo, ça n'est pas bien. Voilà, donc moins x2 sur la primitive de moins x. Voilà. Et la primitive de x2, c'est plus x3 sur 3. Je dois écrire à l'ordre 2. À l'ordre 2, pourquoi j'ai xn? Donc à l'ordre 2, je dois juste écrire 2, n égale 2. Ici donc c'est 2. C'est 2. Voilà. Et j'écris le reste ici. Alors pour lorsque j'ai intégré le reste. Mais il ne faut pas oublier une chose, j'ai laissé ça à la dernière étape. Quand vous intégrez, il y a toujours la constante d'intégration que vous devez mettre ici. Et cette constante, c'est la valeur de la fonction au point 0. La valeur au point 0, c'est log de 1, c'est 0. Donc, ici, c'est 0 en fait. Pas la peine de l'écrire, 0 plus. La constante d'intégration, n'oubliez pas ça. Donc, j'efface ça. Voilà le développement. Regardons, est-ce que c'est bien ça ce qui est... Voilà, et exactement, le développement. Alors maintenant,
pour développer, pour avoir le développement de log de 1 moins x, remplacez ici x par moins x. Et alors, vous voyez ici, ça ne change pas. Ici, ce sera un moins. Toutes les puissances impaires vont donner un signe moins pour le coefficient. Et donc, on aura le développement de log de 1 moins x ici. Alors, ce préambule, cette première question, est donné en fait pour faire la deuxième question. Voilà, la deuxième question. Regardons qu'est-ce que c'est que la deuxième question. La deuxième question. Alors, déterminer le développement au voisinage de 0, alors 3 de la fonction f de x égale cosinus x puissance sinus x. Bien. Alors, pour faire cette question, on va procéder par étapes. Alors d'abord, nous allons chercher le développement de sinus x log de cosinus x. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, sinus de x, je l'ai. Il est là. Donc ici, c'est une fonction composée et produit. Les développements limités aussi, on compose et on multiplie les développements limités. Donc le développement de sinus, je l'écris là. Logarithme de 1 moins x, je l'ai. Mais là, je veux logarithme de cosinus x, vaut ça. Donc en fait, j'ai ici log de 1 moins quelque chose que je peux appeler ceci. Ceci égale à u, une variable u. Et je lui applique ce développement en remplaçant x par u. Très bien. Donc, premier terme qui apparaît, c'est moins x2 sur 2. Le deuxième qui apparaît, moins u2 sur 2. Ce sera un x4. Mais moi, je cherche un développement à l'ordre 3. Donc, tout ce qui est x4, x5, etc., les puissances supérieures strictement à 3, je les amasse dans ce reste, si je peux m'exprimer comme ça. Je les mets dans le reste. Donc, je me contente simplement. Donc, c'est juste moins u qui me donne ça. Et les autres opérations avec u vont donner des puissances supérieures. Et donc, je les mets ici dans le reste. Très bien. Voilà. Alors, multiplions maintenant, toujours avec la même règle. Vous cherchez l'ordre 3, tout ce qui est supérieur à la puissance 3 strictement, vous le mettez dans le reste. Donc, le premier terme, en multipliant x par moins x2 sur 2, ça donne moins x3 sur 2. D'accord? Le deuxième terme, quand on veut un développement d'un produit, on multiplie la partie polynomiale par la partie polynomiale. Donc, la première opération, c'est ça, qui a donné moins x3 sur 2. Et la deuxième, ce serait celle-là. Mais c'est un x5 fois un coefficient. Donc, je le mets dans le reste. Et finalement, ça donne que ça. C'est pas rien. Parce que ici, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a. Mais vous vous contentez de savoir un développement à l'ordre 3. Très bien. Alors maintenant, cosinus de sinus x, d'après la définition, c'est l'exponentielle de sinus x fois log de cosinus x. Et ça, je viens de calculer son développement. Donc, j'ai à calculer le développement de l'exponentielle de cette expression. Comme tout à l'heure, donc ici, je vais considérer cet élément que je peux appeler V, si vous voulez. Hein? V. Et je vais trouver le développement de cette expression en remplaçant ce V dans le développement de l'exponentielle, qui est là. Donc, ce sera 1 plus V, plus V2 sur 2, plus V3 sur 6, où V, c'est la partie polynomiale que j'ai désignée. Le reste, on va le mettre, qui va contenir toutes les puissances supérieures à 3. Alors, 1 plus V, moins x3 sur 3. Et V2, ça donne déjà un x6. Donc, je mets tout dans le reste. Pas la peine de chercher V2. V2, c'est un x6. Pas la peine de chercher V3 sera un x9. Donc, le développement, c'est juste ça. Et c'est la réponse à la question. Voilà le développement. Alors, maintenant, dans la dernière question, on vous demande de chercher la limite de cette expression. Vous avez ce développement, vous l'écrivez. Voilà.
Vous enlevez 1, alors ce 1 va disparaître avec ce 1. Et il va rester cette expression sur x3. Vous pouvez factoriser x3 et simplifier par x3, donc vous trouvez ceci. Et la limite de moins 1,5 plus epsilon de x, c'est quoi epsilon de x? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une fonction qui tend vers 0. Donc, vous trouvez égal à moins 1,5. Alors, la séance devient très longue, donc je vais arrêter la solution ici et la prochaine fois, Inch'Allah, je vais continuer. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine fois.